Comment et en quelles circonstances est-ce qu'on devient puissance maritime et puissance mondiale? L'idée de fond, et on se rend compte très souvent dans les œuvres historiques et en français et en anglais, c'est qu'il n'y a pas de problème d'attribuer la montée en puissance de l'Angleterre et puis la Grande-Bretagne comme puissance navale parce qu'il s'agit d'une île. Et voilà, ça explique tout, évidemment, une île. Le grand avantage de cette théorie de déterminisme géographique, c'est qu'il évite aucune culpabilité. Aucun Français est à blâmer si c'est la conséquence des faits de géographie, si c'est tout déterminé par les grandes forces historiques que personne ne peut échapper. Donc, on a évité aucun blâme. Peu de regrets peut-être, mais en tout cas, personne n'a fait aucune erreur. Côté anglais, c'est la réussite qu'il faut expliquer. De courage, d'intelligence, etc., etc., etc. Absolument pas de déterminisme là, impensable, il faut que ce soit tout l'œuvre des qualités britanniques. Il y a par exemple une théorie toujours très intéressante aux historiens qui parle de ce qu'on appelle la révolution militaire. Il faut se dispenser de ces anciennes institutions représentatives, les États, les parlements qui remontent du Moyen-Âge, qui sont tellement des freins sur les pouvoirs princiers. Il faut devenir un roi, vrai roi, capable d'imposer les impôts sur les peuples pour soutenir les grandes armées. Et les grandes armées, bien entendu, capables de soutenir la puissance des princes. Ceux qui ont réussi devenaient les grandes puissances militaires de l'Europe de l'avenir. Selon la théorie de la révolution militaire, c'est comme ça qu'il se construit le terrain politique, stratégique de l'Europe moderne, de l'Europe du 19e siècle, l'Europe des grandes puissances militaires. Mais à mon avis, c'est une théorie qui semble aussi oublier beaucoup. D'abord, on essaie d'expliquer la réussite de ces grandes puissances militaires, mais qu'est-ce que c'est le sort de ces grandes puissances militaires? Qu'est-ce que c'est le sort de la Prussie et le Deuxième et Troisième Reich allemand? Qu'est-ce que c'est le sort de l'Ancien Régime en France? Ils sont tous disparus. Et pour la plupart, ils sont tous disparus à cause de la pression des grandes guerres qu'ils étaient incapables de soutenir. Ça veut dire que la révolution militaire semble avoir produit les grandes puissances assez faibles. Et il y a un autre problème, peut-être même plus évident, avec le théorie de la puissance, la révolution militaire. Visiblement, il y a une puissance que je n'ai pas nommée, et que peut-être je n'ai pas besoin de nommer, dont la montée en puissance est absolument point expliquée par la théorie de la révolution militaire. Parce qu'il y a une puissance qui a raté l'examen pour monter en puissance, qui a refusé de perdre ses institutions représentatives antiques du Moyen-Âge, qui n'a jamais construit une grande armée, qui a resté en effet une institution en pas mal des aspects parfaitement moyenâgeuse, qui a refusé de rentrer le monde moderne. C'est en effet le pays qui a raté tout l'examen de la révolution militaire. Et pourtant, c'est elle qui est devenue la grande puissance mondiale du 19e siècle. Donc, il me semble que l'idée de la révolution militaire ne suffit pas de répondre à toutes nos questions. À mon avis, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que les activités de l'État ont mis la vitesse de circulation de l'argent plus vite qu'auparavant, et par conséquent qu'il a stimulé l'économie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un fort effet très remarquable dans lequel la montée en puissance des armées, et surtout de la marine, va ensemble avec une croissance rapide
et remarquable de l'économie nationale. Il ne s'agit pas de la révolution industrielle. Parfois, les gens essaient d'expliquer la montée en puissance de l'Angleterre comme un effet de la révolution industrielle. Mais c'est absolument impossible d'offrir une telle explication parce que la révolution industrielle, en effet, s'est débutée fin XVIIIe siècle et l'Angleterre était déjà la puissance commerciale du monde avant qu'elle ait commencé. On peut proposer que la révolution industrielle est la conséquence de la montée en puissance, mais ça ne peut pas être la cause. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui est devenue vers fin XVIIIe siècle la plus grande puissance maritime et commerciale du monde, était toujours très largement un pays des agriculteurs et des commerçants, mais pas des industriels, très peu d'industrie. Ça commence peu à peu, jusqu'au fin XVIIIe, ça commence. Mais c'est très largement un pays des agriculteurs et ses activités principales sur le plan économique, me semble-t-il, sont trois. L'agriculture, le commerce extérieur et la guerre. Comment peut-être l'Angleterre a réussi de monter en puissance économique au même temps qu'elle a fait, effectivement, elle a imposé tellement sur l'économie réelle? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de maintenir une marine si coûteuse? Et également, pourquoi ils ont refusé de maintenir une armée de terre, ou une armée de terre de l'envergure européenne en tout cas. Je crois que c'est un élément très important, surtout à partir du XVIe siècle, entouré par des ennemis catholiques. C'est l'esprit religieux et les peurs qui suscitent qui est un des éléments clés, qui est au fond de la volonté politique de maintenir ces navires si dispendieuses. Et pourquoi ça et pas une armée de terre? Les guerres civiles ont produit la République anglaise, donc des dictateurs militaires. Inutile d'expliquer en anglais que République et dictateur militaire sont des termes presque équivalents, parce que ça c'est notre expérience historique. Mais la République, la dictateur militaire, n'a pas vécu. Finalement, ils sont chassés. Le roi est revenu. Le roi Charles II est revenu en 1660 et la liberté s'est restaurée. Et il fallait, à tout hasard, pour des hommes politiques, qu'on ne risque plus la perte de la liberté, qui est la conséquence naturelle d'une armée puissante. Parce que le Parlement a créé une armée puissante pour gagner la guerre civile, et puis l'armée puissante, c'est devenir le maître de tout. Donc, la leçon est claire. Plus des armées de terre. Ou s'il faut avoir une armée de terre, il faut au moins que ça soit le plus petit et le plus incompétent possible. Un élément essentiel de la foi des hommes politiques anglais, que l'armée de terre est un défi. Mais évidemment, il y a aussi le défi catholique, il faut se défendre, donc c'est la marine. La marine n'est pas un défi politique, dit-on. On n'a pas peur des navires de guerre qui montent le Tamise pour mettre la pression sous le Parlement. Sur le plan politique, marine et liberté sont liées intimement. Garder la marine, c'est de garder ses libertés. Voilà toute une optique qui fait que les hommes politiques, qui eux-mêmes étaient pour la plupart profondément ignorants des marines, des navires, etc., sont quand même prêts d'investir des grosses sommes d'argent. C'est-à-dire, si on a le pouvoir, on peut construire une marine très vite, mais ça ne dure pas. Ça, c'est la leçon que je tire de ça. Pour que ça dure, il faut qu'il y ait cette combinaison des ressources, bien entendu, mais surtout une volonté politique soutenue. Pas l'effort de tel ou tel ministre et ses enthousiasmes, parce que les ministres et leurs enthousiasmes ne durent plus. Mais l'effort d'une solide et très large soutien basé sur
la volonté des classes politiques. Bon, dans les différents systèmes de gouvernement, à les différentes époques, on peut parler des classes des dirigeants plus larges ou plus petites. Mais ce qui est sûr, je crois, et ici je dois finir, c'est que c'était la montée en puissance navale qui a permis de l'Angleterre de devenir grande puissance mondiale sur la base de commerce. Si on demande nettement exactement où est venu l'argent qui est payé pour la marine, c'est très largement venu en effet des commerces, ce qu'à l'époque on nomme les commerces riches. Soutenir les emprunts, parce que c'est les emprunts qui ont fournissaient la guerre. Et c'est la capacité de monter les emprunts qui fait la différence entre la France et l'Angleterre. La France avait de grands mal d'obtenir les emprunts parce que les rois de France avaient la réputation, malheureusement très bien fondée, de ne pas payer leurs dettes. C'est de l'Angleterre, avec une économie plus petite, peut-être les 2/3 de celle de la France à l'époque, a pouvait emprunter 2 fois plus de l'argent à un coût réduit par rapport aux emprunts de l'État français. Les choses financières sont au cœur de l'histoire navale. J'insiste, il y a toujours quelques historiens navals qui imaginent que l'histoire navale, c'est une affaire des batailles. Moi, je dis que c'est également une affaire des marchés financiers. Donc, peut-être devenir île n'est pas suffisant. Et peut-être le fait que la France n'est pas île n'est pas suffisant non plus d'expliquer le tout. Peut-être, en effet, il faut éviter tout déterminisme qui exige, en effet, des problèmes d'ordre philosophique qui sont, à mon avis, impassables, pour poser des questions et demander des explications qui restent dans le monde réel des hommes qui font des décisions, soit bon, soit mal, et que, finalement, et c'est ma conclusion, c'est dans les décisions faites, surtout faites par des hommes d'État, qu'on peut découvrir les vraies racines de la réussite, ou moins de réussite, des États de l'époque. Voilà, merci.